Bonjour et bienvenue. Imaginez, un conflit éclate dans une équipe. C'est le genre de situation délicate que tout manager de la fonction publique redoute un peu. Alors, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble une méthode claire et structurée pour gérer ces tensions. L'idée, c'est de le faire de manière juste et surtout efficace. C'est parti! Alors voilà, la situation est posée. Que fait-on? Pour un manager, pour un responsable RH, c'est une question à la fois très délicate et, soyons honnêtes, assez fréquente. La tentation est grande d'y aller à l'instant, d'improviser, mais l'expérience montre que la seule réponse qui fonctionne vraiment, c'est une réponse préparée et structurée. Et la toute première erreur à éviter, ce serait de se dire « Oh, ce n'est qu'une simple querelle, ça va passer ». Non, il faut bien comprendre que c'est bien plus que ça. Un conflit qui n'est pas géré, c'est une véritable faille qui s'ouvre dans l'organisation. C'est un risque majeur qui exige une réponse réfléchie et méthodique. Commençons par bien cadrer le problème. Pourquoi est-ce si important d'agir et d'agir vite? Tout simplement parce qu'un conflit, ce n'est pas juste un désaccord. Non, c'est une menace sérieuse avec des conséquences très concrètes, à la fois pour le service et pour les agents eux-mêmes. Les conséquences, bien souvent, elles s'enchaînent comme des dominos. D'abord, bien sûr, le climat de travail se dégrade, l'ambiance devient lourde. Très vite, l'efficacité du service en pâtit. Puis, les risques psychosociaux, le fameux stress augmente, ce qui entraîne logiquement une hausse des arrêts maladie. Et au bout de la chaîne, la responsabilité légale de l'employeur peut même être engagée. Bref, l'inaction a toujours un coût, et il est souvent très élevé. Au-delà des risques purement opérationnels, il y a la loi. Et ça, c'est le cadre non négociable. Face à un conflit, il faut savoir que le manager n'a pas seulement une responsabilité morale d'intervenir, il a aussi des obligations légales qui sont très claires. Au cœur de ces obligations, il y a ce qu'on appelle l'obligation de sécurité. Ce n'est pas une option, c'est un véritable devoir. L'employeur public doit activement protéger la santé physique et mentale de ses agents. Donc gérer un conflit, ce n'est pas juste du management, c'est une part essentielle de ce devoir légal. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Cette décision du Conseil d'État, elle est fondamentale. Elle constitue un précédent majeur. En clair, elle dit que ne pas agir face à un agent en difficulté, c'est une faute de l'administration. L'avertissement ne pourrait pas être plus direct. Bien sûr, la responsabilité n'est pas à sens unique. Les agents aussi ont des devoirs de respect, d'intégrité, de probité. Un comportement agressif ou irrespectueux n'est pas seulement un problème relationnel, ça peut aussi être un manquement à leurs obligations statutaires. Et ça, c'est un levier important à garder en tête au moment d'intervenir. Bon, maintenant, comment agir concrètement sur le terrain? On en arrive au cœur de la méthode, à un plan d'intervention simple en 4 étapes. Il est vraiment conçu pour guider le manager du début à la fin du processus. C'est simple, analyser pour comprendre, écouter pour apaiser et recueillir les faits, organiser une médiation pour tenter de reconstruire et enfin décider pour avancer. Cette structure en 4 temps, c'est vraiment la clé. Elle évite d'agir dans la précipitation et elle aide à garantir une sortie de crise solide. Voyons chaque étape un peu plus en détail. D'abord l'analyse, c'est une étape cruciale. Il faut vraiment résister au réflexe d'intervenir immédiatement. Le but ici, c'est de prendre un peu de recul pour comprendre la racine du problème. Est-ce un conflit de pouvoir, une rivalité personnelle, ou peut-être juste un simple problème d'organisation des tâches? Sans ce diagnostic, toute intervention risque de tomber complètement à plat. Ensuite vient le temps de l'écoute. En rencontrant chaque agent séparément, on a un double objectif, faire baisser la pression et recueillir les faits, leur version des faits. La posture du manager ici est déterminante, il faut rester neutre, factuel et vraiment chercher à comprendre la mécanique du conflit, pas à juger ou à trouver un coupable. C'est aussi le moment parfait pour recadrer les choses et rappeler les règles du jeu professionnel. Une fois les faits clarifiés de chaque côté, on peut passer à l'étape de la médiation. On réunit les agents, bien attention, dans un cadre très structuré et sécurisé. Là, le manager change de casquette. Il n'est plus un enquêteur, il devient un facilitateur. Son rôle, c'est de réguler la parole et d'orienter la discussion vers une seule chose, trouver des solutions concrètes pour que le travail puisse reprendre sereinement. Et enfin, l'étape 4, la décision. Parce que toute cette démarche doit absolument déboucher sur une action claire. Parfois, la solution peut être assez simple. On a l'exemple de 2 agents d'accueil en conflit sur la gestion des plannings. Une simple clarification des rôles par la hiérarchie a suffi à tout régler. Mais si une faute professionnelle est avérée, la décision peut et doit aller jusqu'à la sanction disciplinaire. Ok, maintenant qu'on a vu le plan d'action idéal, regardons l'autre côté de la médaille, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les erreurs les plus courantes qui peuvent transformer un simple conflit en véritable crise. Le tout premier piège, c'est le temps. Laisser un conflit s'installer, c'est un peu comme laisser un feu de camp sans surveillance. Plus on attend, plus les positions se durcissent et plus l'incendie est difficile à éteindre. Une intervention rapide dès les premières étincelles est toujours plus efficace. La deuxième grosse erreur, c'est de chercher un coupable plutôt qu'une cause. C'est un réflexe humain, mais il est totalement contre-productif. Très souvent, le conflit n'est que le symptôme d'un problème plus profond. Des rôles mal définis, une mauvaise organisation, un manque de clarté.
Avant de pointer quelqu'un du doigt, il faut toujours analyser le système. Et la liste des pièges ne s'arrête pas là. Penser que c'est une affaire privée entre deux personnes, grosse erreur, ça impacte tout le service. Oubliez de laisser une trace écrite de ces actions, c'est très dangereux en cas de litige futur. Et bien sûr, le pire de tout, ignorer les alertes répétées. Là, c'est la garantie que la situation va s'envenimer. En conclusion de tout ça, ce qui est important, c'est de changer de perspective. Gérer un conflit, il ne faut pas voir ça comme une corvée à subir. C'est en réalité une compétence managériale essentielle, une compétence clé du manager public d'aujourd'hui. Si on ne devait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait peut-être celle-ci. Face à un conflit, l'intervention doit être rapide, structurée et juridiquement solide. C'est le triptyque gagnant pour protéger à la fois les agents et l'institution. Cette citation le résume parfaitement. Gérer les conflits, ce n'est pas juste passer son temps à éteindre des incendies. Non, c'est une compétence stratégique, un levier majeur pour améliorer la qualité de vie au travail et, au final, la qualité du service rendu au public. On va terminer avec cette question, qui ouvre une nouvelle porte. Savoir gérer un conflit, on l'a vu, c'est indispensable. Mais le véritable objectif, au fond, n'est-ce pas de construire une culture de travail et une organisation où les conflits graves n'ont tout simplement plus leur place ? Voilà, la réflexion est lancée. Merci pour votre écoute.